Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de 64 minutes. Dans notre débat ce soir, on s'intéresse à la situation économique en Espagne qui fait figure d'exception en Europe avec une croissance de 2,8% du PIB en 2025. Quelles politiques ont permis cette croissance? Y a-t-il un miracle économique espagnol? Pour en parler, Enric Bonnet, bonsoir. Vous êtes correspondant à Paris du quotidien El Correo. Merci d'être avec nous. Antoine Delaporte, spécialiste de l'Espagne. Vous travaillez pour la Fondation Jean Jaurès. Et depuis Barcelone, notre correspondant Henri de Laguérie. Bonsoir à tous les trois. Henri, vous avez signé un reportage sur la régularisation de travailleurs sans papier. Puisqu'on le rappelle, le gouvernement espagnol prévoit de régulariser 1,5 million de personnes. Une mesure à contre-courant, alors qu'en Europe et aux États-Unis, les expulsions de migrants sans papier s'intensifient. On regarde et on en parle juste après. Ils patientent depuis des heures. Certains d'entre eux ont passé toute la nuit devant le consulat. 3 heures du matin jusqu'à midi. Ils vont attendre là pour ça. Ces Pakistanais viennent chercher leur certificat d'absence d'antécédents judiciaires, un document clé pour obtenir un permis de séjour. Ce plan de régularisation sonne pour eux comme une victoire. Très bien content avec l'Espagne. Merci beaucoup au président. Moi, très content avec lui. Il veut donner papier. Nous, on fait quoi? Nous, il fait rien. Nous travaillons, nous payons taxes. L'Espagne exige un minimum de 5 mois de résidence. Entre 500 et 800 000 personnes pourraient obtenir un permis de séjour. Parmi eux, 90% de Sud-Américains, dont une majorité de Vénézuéliens et de Colombiens. Ça fait 2 ans que je suis ici et 2 ans que je travaille au noir. J'ai 2 filles, elles sont mineures et donc ça va nous changer la vie. Je vais avoir un bon travail avec un meilleur salaire. Je suis arrivée ici il y a 1 an et demi. J'ai donc commencé les démarches pour cette nouvelle vie qui m'attend. J'aurai enfin un statut, un bon emploi et je vais pouvoir progresser dans un pays qui n'est pas le mien mais qui m'ouvre ses portes et m'aide à devenir quelqu'un. Ces régularisations répondent aux besoins de l'économie espagnole. La construction, le tourisme, les services à la personne ou l'agriculture peinent à recruter. Les syndicats, le patronat, mais aussi l'Église catholique réclamaient la mesure. C'est une reconnaissance de la dignité humaine et une opportunité de collaborer au bien commun. Beaucoup de personnes qui travaillaient déjà ici mais ne payaient pas d'impôts peuvent, à partir d'aujourd'hui, entamer un processus de régularisation. Mais comme ailleurs en Europe, l'immigration est ici un sujet sensible. La mesure ne fait pas l'unanimité. Favorable dans un premier temps, la droite dénonce aujourd'hui un appel d'air. À l'extrême droite, Vox se mobilise contre le décret et vient de lancer une pétition. À l'issue de ce processus de régularisation, l'Espagne devrait franchir la barre des 50 millions d'habitants. C'est une croissance démographique record en Europe. Cet afflux de population alimente la croissance économique, mais cela représente également un immense défi pour l'Espagne. Le pays manque de logements, les services publics et les infrastructures sont sous pression. Chaque année, le pays construit environ 125 000 logements, alors que selon les experts, il en faudrait 3 fois plus. C'est ce qu'on appelle mourir de son succès. On est en pleine croissance, l'économie va bien, mais il y a des tensions dans les services qui accompagnent cette économie. S'il y a plus de gens qui arrivent, on a besoin d'un budget plus important pour la santé. Il faut davantage investir dans le logement et il faut plus d'argent pour les transports parce qu'on l'a vu ces dernières semaines, on a de gros problèmes d'entretien de notre réseau ferroviaire. Les migrants ont jusqu'à la fin du mois de juin pour déposer leur dossier. Les permis de séjour auront une durée d'1 an. Ils seront renouvelables ensuite. Henri de Laguérie, on vient de voir votre reportage. Vous qui côtoyez les Espagnols au quotidien, quel est le sentiment général de la population par rapport à ces régularisations massives ? Bon, alors vous en doutez, les sentiments sont partagés, mais déjà il faut avoir en tête que ce texte, au départ, il vient de la société civile, une initiative de loi populaire qui a été signée par plus de 700 000 Espagnols qui étaient arrivés jusqu'au Parlement à Madrid il y a 2 ans. Et à l'époque, quasiment tous les partis y étaient favorables, l'opposition de droite comprise. Aujourd'hui, on l'a entendu dans le sujet, les syndicats, le patronat et l'Église catholique réclamaient ces régularisations. Le sujet, aujourd'hui, il divise l'opposition de droite, désormais le critique. Elle critique surtout le fait que le texte n'ait pas été voté au Parlement, c'est un décret. L'extrême droite est le troisième pays, la troisième force politique du pays. L'extrême droite qui est évidemment très critique, qui a peur que l'Espagne perde son identité. Mais dans l'ensemble, finalement, bien, les Espagnols se montrent assez pragmatiques, à défaut de considérer que l'immigration s'agit d'une opportunité pour leur pays. Ils sont une majorité à considérer que c'est une nécessité notamment pour l'économie du pays, avec ces secteurs qui
vraiment ont besoin de main-d'œuvre. Et puis, rappelons-le, l'Espagne, pendant des années, des décennies, a été un pays d'émigration. Enfin, on l'a entendu dans le sujet, 90% de ceux qui devraient obtenir des permis de séjour sont originaires d'Amérique latine. Et ça, pour une majorité d'Espagnols, forcément, ça rend les choses beaucoup plus faciles quand on a cette langue espagnole en partage. L'Espagne est aujourd'hui la 4e puissance de la zone euro avec une croissance, on l'a dit, de 2,8%. Est-ce que la population profite réellement de ces bons chiffres ? Là, il y a vraiment un hiatus et on peut le résumer de cette manière-là. L'économie espagnole va beaucoup mieux que l'économie des Espagnols. C'est vrai, il y a une croissance record. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis une vingtaine d'années. Les comptes publics sont à l'équilibre ou presque, mais les Espagnols ne voient pas les bénéfices de cette croissance, tout simplement parce que, si il y a du travail, les salaires restent assez bas. Le SMIC, le salaire minimum a été augmenté, mais le coût de la vie a augmenté énormément. Donc finalement, on travaille, mais on n'arrive pas forcément à joindre les deux bouts en Espagne. Et puis, il y a surtout un énorme problème de logement. En 10 ans, les prix dans les grandes villes comme Madrid ou Barcelone, les prix de l'immobilier ont été multipliés par 2. Et à Barcelone, ces derniers mois, on revoit des choses qu'on ne voyait plus depuis des décennies, des bidonvilles qui se forment un peu ça et là. Et donc, il y a vraiment ce sentiment que oui, l'économie de mon pays a l'air d'aller bien, mais mon économie à moi qui vis dans ce pays, les Espagnols nous disent j'ai pas l'impression que ça s'améliore de mon côté. Et puis cette croissance, elle est surtout alimentée par l'augmentation de population active. La richesse par habitant stagne depuis 25 ans en Espagne. Enfin, on l'a un peu évoqué dans ce sujet, les recettes fiscales de l'Espagne n'ont jamais été aussi élevées. Or, pour beaucoup d'Espagnols, les services publics ne sont pas à la hauteur des impôts qu'ils payent. Et puis, il y a aussi, et on l'a vu ces dernières semaines avec les accidents de train, des vrais problèmes d'infrastructure, ce qui fait qu'il y a 55% des Espagnols qui considèrent que l'économie de leur pays allait mieux avant le Covid qu'aujourd'hui. Alors, on va maintenant écouter le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez qui défend l'immigration comme un levier économique. Écoutez. Certains disent que nous sommes allés trop loin, que nous allons à contre-courant. Mais je voudrais vous demander, depuis quand reconnaître des droits est-il devenu quelque chose de radical ? Depuis quand l'empathie est-elle devenue quelque chose d'exceptionnel ? L'Espagne est avant tout un pays accueillant et c'est la voie que nous avons choisie. Dignité, communauté et justice. Enrique Bonnet, c'est pas un cadeau qu'on fait à ces migrants. Ils sont indispensables pour faire tourner cette économie dans un pays où la population est vieillissante. Oui, tout à fait. Et en fait, l'Espagne, c'est un pays avec des taux de natalité beaucoup plus bas que celui de la France. Mais malgré ça, c'est un pays qui reste, d'un point de vue démographique, dynamique. Et ça a été grâce à l'immigration depuis 2018. Plus de 2 millions d'immigrants dans certaines régions comme la Catalogne, où je suis originaire. Cela a été une région avec une transformation démographique assez impressionnante. Et ça a contribué aussi finalement à cette croissance économique de l'Espagne. L'immigration, il a eu un rôle assez important. Donc finalement, si aujourd'hui l'Espagne il fait un peu exception en Europe avec des niveaux de croissance, par exemple l'année dernière de 2,8% du PIB, ça a été aussi grâce à l'immigration. Donc c'est intéressant parce que finalement avec cette mesure qui a été adoptée par Pedro Sánchez, c'était une mesure aussi qui a été un peu qui résume un peu ce qu'il a signifié le gouvernement Sánchez, parce qu'il a été un peu obligé aussi pour l'opposition de l'extrême gauche de Podemos. Donc c'est pas une mesure qu'il a prise par initiative, mais c'est intéressant parce qu'il a su la vendre comme une mesure positive d'un point de vue économique, mais aussi comme une mesure de dignité. Donc, mais en même temps, c'est une mesure qui est en train de faire des polémiques en Espagne où il y a une extrême droite de plus en plus forte. Pour la première fois depuis 17 ans, on l'a dit, le nombre de chômeurs est passé sous la barre des 10%. Antoine Delaporte, depuis la crise du Covid, on l'a dit, l'économie se porte bien. Est-ce qu'on doit justement cette prospérité aux mesures du gouvernement de Pedro Sánchez ? Bonsoir. On doit aussi cette prospérité au fonds économique, au fonds du plan de relance post-Covid. Et donc l'Espagne a pu profiter pour relancer son industrie, pour relancer son économie de prêts, de subventions européennes, ce qui fait qu'elle a pu massivement relancer
son économie sans pour autant dégrader ses comptes publics. Donc c'est quelque chose qui a été assez confortable. Après, c'est Pedro Sanchez à faire partie de celles et ceux qui ont permis la mise en place de ce plan de relance et il a profité ensuite de ces fonds pour favoriser un certain nombre de secteurs économiques, mais c'est l'aide européenne qui a permis cette relance économique. L'Espagne qui partait de loin d'ailleurs. Enric Bonnet, est-ce qu'on peut dire que l'Espagne est devenue le moteur de la croissance européenne ? Non, après je ne dirais pas ça. Le moteur reste l'Allemagne. Et en même temps, le fait que l'Allemagne soit en crise, ça explique aussi que le reste de l'Europe soit en crise. Après l'Espagne, ça fait partie un peu avec l'Italie, la Grèce. En regardant les données macroéconomiques, on pourrait dire qu'ils sont un peu l'exception. Moi, je pense qu'il s'agit surtout d'une sorte d'effet de rattrapage de la crise de 2008. En Espagne, l'impact de cette crise elle a été beaucoup plus important qu'en France. En fait, c'est une crise qui a duré pendant 5 ans. Donc, c'est jusqu'à 2014 que les Espagnols et l'économie espagnole, ils n'ont pas commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Et donc, ça explique aussi, donc c'est à partir du moment que l'économie elle commence à croître, alors qu'en France, on pourrait dire que c'est plutôt vers 2009-2010. Donc il y a un effet de ralentissement, et là l'économie espagnole est en train de récupérer tout ce qu'elle avait perdu entre 2008 et 2014. Donc ce qu'il fait dire que c'est... Je pense qu'on ne peut pas parler d'un miracle économique espagnol, mais plutôt d'un effet de rattrapage. Après, c'est vrai que si cette tendance actuelle d'une croissance le double de la moyenne européenne, elle dure pendant une décennie, c'est-à-dire elle dure jusqu'à 2030, alors peut-être on pourrait commencer à parler d'un miracle espagnol. Mais par l'instant, à mon avis, c'est encore trop tôt. Antoine Delaporte, vous, est-ce que vous pensez que c'est un miracle espagnol ? Je partage l'analyse qui vient d'être faite sur votre plateau. On est effectivement sur un effet de rattrapage et comme le disait Henri de la Guérie, votre correspondant, le taux de chômage est certes l'un des plus bas depuis les 20 dernières années, mais il reste quand même aux alentours de 10%. Et derrière, le quotidien des Espagnols reste toujours difficile, notamment sur la question du logement. Le pouvoir d'achat a été très attaqué par la crise inflationniste de ces dernières années. Donc on n'est pas vraiment dans une situation de miracle, mais effectivement dans une situation de rattrapage, oui. Antoine de la Guérie, l'économie, elle est toujours fragile. On sait qu'elle dépend beaucoup du tourisme, par exemple. Oui, c'est justement aussi peut-être un peu le problème, c'est que c'est une croissance qui se base sur des secteurs à faible valeur ajoutée et des secteurs productifs comme celui du tourisme. Alors l'Espagne ne fait que chaque été battre des records de fréquentation. L'Espagne qui est devenue le premier pays au monde en termes de nombre de touristes. Et c'est une énorme richesse, évidemment, ça offre énormément d'emplois. Mais ces migrants, eh bien, ils travaillent surtout dans ces secteurs du tourisme avec des salaires vraiment pas très élevés. C'est aussi un problème pour les Espagnols parce qu'on le sait, il y a des mouvements très puissants à Barcelone, à Madrid, aux îles Baléares sur les problèmes que peuvent générer le tourisme avec, on y revient encore une fois, mais c'est vraiment le premier sujet de préoccupation des Espagnols, cette question du logement. Donc effectivement, oui, il y a une très forte croissance, mais un modèle économique qui est peut-être trop dépendant de secteurs à faible valeur ajoutée. Enric Bonnet, est-ce que la croissance économique, elle bénéficie à toutes les catégories sociales ou est-ce qu'elle creuse les inégalités entre les régions, par exemple ? Oui, tout à fait. Les inégalités entre les régions, elles ont augmenté. Donc, c'est-à-dire des inégalités entre Madrid et l'Extrémadure, ou entre la Catalogne et l'Extrémadure ou l'Andalousie, elles ont augmenté pendant les dernières 10 ans. C'est aussi quelque chose qu'on observe dans les effets politiques. Par exemple, il y a quelques mois, dans les élections régionales en Extrémadure, les partis socialistes, que l'Extrémadure, c'était un peu comme... Enfin, l'Extrémadure, c'est la région la plus pauvre. Historiquement, c'était les fiefs du Parti socialiste. Donc, en novembre, il a subi une défaite électorale assez spectaculaire. Et par exemple, aujourd'hui, il y a des élections régionales en Aragon. C'est une région qui est intéressante aussi. Et les résultats, et en théorie, ce qu'ils disent les sondages, qu'ils vont être des mauvais résultats pour les partis socialistes. Et cela montre aussi finalement ces inégalités, parce que c'est une croissance où il favorise plus certaines régions que d'autres. Aussi, finalement, il favorise plus certaines catégories sociales que d'autres, malgré, c'est vrai, une hausse du salaire minimum depuis 2018, de l'arrivée de Pedro Sanchez, de 66%, c'est l'un des grands changements économiques en Espagne depuis 8 ans. Et c'est vrai que au moins, ça a permis d'améliorer la situation économique d'une partie de la population et ça a permis de réduire un peu le taux de pauvreté en Espagne, qui s'est réduit un peu légèrement
pendant ces dernières années, contrairement au cas de la France, où le taux de pauvreté il a augmenté un peu. Mais malgré ça, l'Espagne aujourd'hui, c'est les pays en Europe occidentale avec le niveau des taux de pauvreté les plus élevés, d'environ 20%. Oui, le chômage a baissé, on l'a dit, il est passé sous la barre des 10%, mais malgré tout, il reste très élevé, notamment dans le sud. Oui, exactement. Dans le sud, en Andalousie, où on a des niveaux de chômage qui se situent au-dessus des 15%, aussi avec des niveaux de chômage des jeunes très élevés encore. Malgré, ils sont beaucoup moins élevés que au début des années 2010, où c'était environ des 40%, voire plus. Maintenant, c'est beaucoup plus bas. On est au niveau d'un chômage des jeunes légèrement au-dessus de 20%. Mais c'est vrai qu'il y a encore des niveaux de chômage importants. Beaucoup des emplois intérimaires aussi, souvent. Par exemple, là, le mois de janvier, c'était un mois qui a été pas très positif pour le marché de l'emploi espagnol, parce qu'il y a eu une destruction des emplois des périodes de Noël, ce qui est habituel. Mais ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que c'était les mois où il y a eu cette destruction la plus importante depuis longtemps, depuis plus de 15 ans. Donc c'est vrai que malgré une amélioration dans le marché du travail, il commence à y avoir quelques indices qui font dire qu'il faut être à l'alerte de la situation espagnole, qui subit un peu comme dans le reste de l'Europe une sorte de ralentissement de son économie, malgré le fait d'avoir une croissance qui a été l'année dernière le double de la moyenne européenne. Antoine Delaporte, malgré tout, est-ce que l'Europe doit s'inspirer de ce modèle espagnol qui fonctionne pour l'instant ? Pour le coup, je ne sais pas si on peut parler d'un modèle espagnol. Effectivement, l'Espagne dépend beaucoup de secteurs peu productifs, de secteurs à faible valeur ajoutée. Elle dépend aussi beaucoup des subventions européennes. Donc en fait, c'est un modèle qui, à mon sens, n'existe pas vraiment. Les chiffres sont bons et évidemment, ça donne envie à certains dirigeants politiques d'autres pays, d'autres formations politiques d'autres pays de s'en inspirer. En plus, il y a un certain nombre de réformes qui ont été menée en Espagne. Par exemple, la retraite est désormais à 67 ans et c'est une réforme qui date d'il y a une quinzaine d'années. Donc certaines réformes lourdes et compliquées ont été menées que certains autres pays n'ont pas conduit. Et en même temps, encore une fois, on a une économie qui repose sur des secteurs qui sont quand même fragiles, dépendants de la conjoncture extérieure. Donc je ne suis pas convaincu que c'est un modèle sur lequel il faut s'appuyer pour développer une croissance robuste et garantir la baisse du chômage. Merci beaucoup Antoine Delaporte, merci à Eric Bonnet et merci à Henri Delaguérie.